Donc, le système nerveux exerce un contrôle sur l'ensemble du corps qui se traduit par des actes volontaires ou involontaires. Vous ne pensez pas à digérer, c'est un acte involontaire. Vous ne pensez pas à respirer à chaque seconde, chaque instant, c'est un acte involontaire. Les actes volontaires sont conscients et les actes involontaires sont inconscients. Et on ne parle pas de subconscient, c'est différent. On distingue les nerfs de deux façons. On a le système nerveux central qui fait référence à la région de l'encéphale et de la moelle épinière. Et on fait référence au système nerveux périphérique, le système nerveux de l'extérieur vers l'intérieur. Le périphérique, c'est vers l'extérieur. On parle des bras et des jambes, par exemple, qui fait référence aux nerfs et aux ganglions nerveux. À l'échelle cellulaire, le système nerveux est défini par la présence de cellules. Ce sont des cellules, mais hautement spécialisées, appelées neurones. Lorsqu'on parle de neurones, on parle de système nerveux. On ne parle pas d'intelligence. Nous avons tous des milliards de cellules actives qui se régénèrent et qui se modifient en fonction de nos apprentissages. Et l'apprentissage se fait à tous les jours de notre vie et toute la vie durante. Donc, le cerveau n'est pas figé dans le temps, il évolue tout le temps en fonction de vos actions, en fonction de vos expériences. Lorsque vous allez chercher de nouvelles connaissances ou de nouvelles façons de faire les choses, vous modifiez votre cerveau au fur et à mesure. Donc, il est toujours sollicité et on parle de neurones à ce moment-là. Les neurones ont la capacité très particulière de véhiculer un message, un signal qui est électrochimique. Le système nerveux contient des cellules de support qu'on appelle cellules gliales. Ces cellules-là apportent un soutien structurel et fonctionnel aux neurones. Donc, les neurones ont besoin d'autres choses pour se nourrir et on a besoin du système neurologique, du système nerveux pour pouvoir être efficace au point de vue physique, intellectuel et tout ce qui est conscient et inconscient. Donc, le système nerveux gère les informations sensorielles, gère la coordination de vos mouvements. Imaginez que tous vos muscles se contractent en même temps que vous marchez, vous allez tomber. Donc, il doit avoir une contraction des muscles du devant de la cuisse, mais pas en même temps que la contraction des muscles du derrière de cuisse. Il doit avoir un système qui alimente la contraction du muscle devant, mais il faut qu'il y ait un lien avec le muscle en arrière. Donc, le système nerveux, il n'est pas unique dans un sens. Lorsqu'il s'active, il doit avoir une petite fibre électrique qui va aller sur le nerf de l'autre muscle qui est contraire pour lui dire « Oh, il y a quelque chose qui se passe, tu dois te décontracter. » Donc, un nerf ne peut être seul dans sa voie d'action. Si on parle, par exemple, de nerf sciatique, qui est souvent utilisé, ou nerf cervico-brachial, nous ne pouvons pas faire référence à ce nerf en ne tenant pas compte du fait que tous les autres nerfs qui vont faire l'effet inverse de celui-ci doivent être connectés avec. Donc, comment on fait pour savoir lequel est réellement atteint? Est-ce que c'est celui qui fait l'action ou c'est celui qui devrait faire l'action, qui est en train de mal faire son action, qui envoie un signal à l'autre et qui lui dit de ne plus rien faire? Je crois que moi, je n'ai pas la réponse, mais je me questionne. Et je crois que le milieu médical doit se questionner aussi, puisque nous n'avons pas de réponse encore bénéfique sur de simples douleurs à l'épaule ou une douleur dite sciatique. Puisque nous parlons d'anomalies dans ce cas, le système nerveux peut être affecté par de nombreuses conditions. On peut parler d'anomalies génétiques et on ne parle pas d'hérédité. La génétique, oui, ça fait partie d'un bagage héréditaire, mais l'hérédité se modifie en fonction de nos habitudes de vie. Si vous avez mangé de la viande toute votre vie et que votre famille a mangé de la viande toute votre vie,
Vous pouvez dire, c'est héréditaire, je mange de la viande toute ma vie. Non, vous pouvez le modifier. Donc, attention à l'hérédité. Il y a des facteurs héréditaires, génétiques. Vous êtes petit, trapu, vous êtes victime d'être petit, trapu. Et possiblement que dans votre famille, vous êtes le seul qui est petit, trapu. Où est l'hérédité à ce moment-là? On parle de morphotype. Les morphotypes vont être en lien en fonction des feuillets embryologiques qu'on parle ectoderme, endoderme et mésoderme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a un feuillet qui risque de se former plus qu'un autre et on va utiliser le mésoderme pour les personnes qui sont mésomorphes, on va utiliser l'endoderme pour les personnes qui sont endomorphes et on va utiliser l'ectoderme pour les personnes qui sont ectomorphes. Et chaque physiologie, comme l'ectomorphe, qui est une personne grande et mince, nous pouvons exactement cibler le type de problématique de santé que cette personne-là risque d'avoir au courant de sa vie, parce que chaque feuillet a une faiblesse et une force, et à partir de ces faiblesses, les études ont été capables de dénoter et de démontrer scientifiquement que chaque personne d'un gabarit type va avoir une problématique de santé plus spécifique à son feuillet viscéral. Donc, le système nerveux va se développer en fonction de votre morphologie aussi, d'où la raison des anomalies qui peuvent se créer au niveau génétique. Vous pouvez avoir eu un trauma physique, une intoxication ou une infection, ou simplement l'effet du vieillissement peut altérer le système nerveux, ce qui provoque le plus souvent des symptômes graves à cause de l'importance de ce système dans le fonctionnement du corps. La neurologie et la psychiatrie sont les branches de la médecine qui cherchent à soigner les pathologies du système nerveux. Les neurosciences, eux, vont aller étudier la science du système nerveux, tant du point de vue de sa structure que de son fonctionnement, depuis l'échelle moléculaire jusqu'au niveau des organes, le cerveau, voire de l'organisme tout entier. Les nerfs peuvent donc être sensitifs ou moteurs. Sensitifs, lorsqu'on parle de sensation, le toucher, le vent froid va modifier l'activité électrique et énergétique du corps en fonction de si vous avez froid, les muscles, d'où les nerfs moteurs, vous allez ressentir le froid, les nerfs sensitifs, et vous allez contracter les muscles pour vous réchauffer, nerfs moteurs. C'est inconscient. Vous ne contractez pas volontairement parce que vous avez froid. C'est votre corps qui fait, grâce à votre système nerveux, une réaction pour modifier, suite à un environnement extérieur de froid, modifier votre température du corps pour éviter les problématiques, toujours dans l'objectif que le cerveau est là pour protéger le corps de toute éventualité qui peut atteindre l'organisme et causer la mort. La plupart des nerfs sont des nerfs mixtes, c'est-à-dire qu'ils sont composés à la fois de fibres sensitives et de fibres motrices. Ils font partie du système nerveux périphérique. De la périphérie, on parle de l'extérieur, on parle des membres comme les bras et les jambes. Il y a donc deux types de nerfs. On parle de nerfs rachidiens qui sont obligatoirement mixtes et on parle aussi des nerfs crâniens qui peuvent être moteurs ou mixtes. Vous voyez un peu la complexité, ce n'est pas si simple. Les nerfs spinaux, lorsqu'on parle de colonne vertébrale, on parle de
spinal, rachidien, font émerger directement, ils vont émerger, les nerfs spinaux, de la moelle épinière. Votre fameux tube qui est protégé par votre colonne vertébrale, l'ossature, qui va protéger la moelle épinière de tout danger de sectionnement. Ceux qui plongent la tête au sol, la tête dans l'eau, par l'impact, il peut avoir une section de la moelle épinière suite à un stress trop intense qui va changer la position de l'os. Et lorsqu'on change la position osseuse par un impact assez intense, ce n'est pas c'est pas en tombant qu'on va faire une section de la moelle épinière. Il faut réellement avoir un impact solide, comme lorsqu'on prend un couteau de boucher et qu'on donne une bonne action forte avec le couteau, comme un marteau, ça va sectionner. La viande, le corps peut aussi arriver les mêmes choses au niveau de la moelle épinière et paralyser la région en fonction de quel endroit a été affecté de la moelle épinière. D'où les étages qu'on parlait tout à l'heure par rapport à l'électricité. Chaque vertèbre est une unité propre en soi qui distribue l'électricité. Lorsqu'on parlait d'Hydro-Québec, on parlait du fait que Hydro distribue dans toutes les maisons, mais il va distribuer aussi en fonction des secteurs. Il y a des secteurs électriques. Donc, la colonne vertébrale, chaque vertèbre est un secteur électrique. Le cerveau est la centrale Hydro-Québec qui contrôle tout, qui contrôle la capacité de mettre plus ou moins d'électricité à un endroit ou à un autre en fonction des régions vertébrales qui vont être affectées avec les groupes musculaires associés. Donc, les nerfs spinaux émergent directement de la moelle épinière et chaque nerf de la colonne est formé par la réunion de deux racines au niveau du rachis et dont une qui est au niveau du dos, qui est dorsale. Elle est sensitive, et une racine qui va être ventrale, c'est-à-dire devant la colonne vertébrale, qui va être motrice, l'action musculaire, et l'autre qui est sensitive, c'est l'action de la sensation. Les endroits spécifiques où est-ce que si je touche, c'est sensible, on parle de nerfs sensitifs. Ce n'est pas les mêmes nerfs que les nerfs moteurs. Par contre, ils communiquent entre eux. Ils doivent avoir une connexion directe quand même, mais ils ne sont pas interreliés parce qu'un réagit, l'autre doit faire son action propre, individuelle à lui, en tout temps. On donne un exemple au niveau du nerf sciatique. C'est un nerf qui est dit rachidien. Donc, le nerf sciatique, si c'est un nerf rachidien, c'est un nerf mixte. Il y a une branche qui est dorsale avec une forme sensitive et une branche qui est ventrale avec une forme motrice. Donc, la douleur peut être beaucoup plus du ressenti ou parfois peut être beaucoup plus une sensation musculaire. Et parfois, c'est difficile de faire la différence entre les deux. Pour donner une autre référence au niveau d'un nerf, un peu comme le nerf sciatique, on va parler du nerf trijumeau au niveau de la mâchoire. Il fait partie des nerfs crâniens et lui, il est à la fois sensitif pour la bouche et la face. Et aussi, lorsqu'on dit sensitif pour la bouche, ça veut dire tout ce que vous ressentez si vous vous mordez, c'est ce nerf-là. Et si vous avez une douleur au niveau du visage, au toucher, c'est ce nerf-là qui vous donne cette capacité de sensation-là. Et il va chercher aussi la moitié de la tête. Et le nerf trijumeau est aussi un nerf moteur pour les muscles masticateurs. Donc, il doit réagir en fonction de ce que vous allez lui donner comme sensation. S'il ressent quelque chose parce que vous mâchez au niveau de la mâchoire, il va réagir pour relâcher la musculature, dont les muscles masticateurs, pour éviter de vous blesser davantage. Donc, ça peut être un trouble nerveux, le fait de toujours se mordre en mangeant. Il peut avoir une fatigue neurologique qui va affecter cette capacité de coordination entre la force de la mâchoire et l'aliment qui va être dans la bouche. Moi, ça m'est arrivé souvent et régulièrement de me mordre et je n'irai pas évaluer au niveau neurologique si j'ai une problématique, mais je dois en tenir compte parce que
probablement que mon système est fatigué et je dois lui donner les outils pour récupérer. C'est des indications, c'est seulement des signes qui peuvent être intéressants, qui ne veut pas dire que vous avez un problème en soi. Nerf moteur ou nerf efférent. Donc, c'est la même chose. Si on parle si vous lisez dans de la littérature, les fibres efférentes, c'est les fibres motrices. C'est la même chose. Par exemple, le nerf moteur, lui, transporte l'information motrice depuis le système nerveux central vers les effecteurs, qui sont les nerfs moteurs, qui sont principalement les muscles. Pour visualiser un peu plus, c'est vous avez une voiture. Vous mettez la clé dans le contact. Le contact qui reçoit la clé va être un système nerveux, un système électrique qui est moteur. D'où le terme moteur. Vous allez démarrer votre voiture. Et lorsque vous allez faire le démarrage, il va y avoir un influx nerveux qui va donner une information. Donc, il va y avoir des fibres nerveuses efférentes qui prennent naissance au niveau du système nerveux central, de la moelle épinière puis des centres cérébraux. Ça, c'est la clé qui envoie l'influx nerveux à quelque part au niveau des bougies, qui va donner un système électrique qui va dire à la batterie d'amener une charge électrique et de pouvoir propulser le moteur dans son démarrage. C'est la même chose pour le corps humain. Il y a un nerf qui est moteur. Il reçoit une information, il faut l'activer. Les fibres nerveuses des muscles font référence à la partie du corps qui est le système nerveux central. On parle de la moelle épinière, les centres cérébraux moteurs. Donc, les fibres efférentes émergent de la moelle épinière par une racine ventrale qui est de devant, issue de la corne ventrale au niveau cérébral. La moelle épinière, elle, de la moelle épinière partent les motoneurones, tous les petits systèmes électriques associés au fuseau neuromusculaire. C'est tous les petits systèmes électriques associés pour pouvoir démarrer votre voiture. Ce n'est pas juste un fil qui fait une chose, c'est un fil qui s'en va sur un autre fil, qui va donner une information à un autre fil parce qu'il va avoir reçu du courant et tout cet enchaînement-là va faire que le moteur démarre. On ne se pose pas de questions, mais il se passe la même chose pour nous lorsqu'on veut démarrer l'activité musculaire d'une partie de notre corps. On a des systèmes nerveux spécifiques pour les fuseaux neuromusculaires. Je ne veux pas tous vous les nommer, vous les voyez ici dans le texte, vous pouvez faire un print screen pour garder l'information. C'est quand même intéressant de connaître l'activité électrique de différents neurones moteurs.
Ensuite, pour parler des nerfs sensitifs, qui sont les fibres afférentes, lorsque vous allez dans la littérature, les nerfs sensitifs et les fibres afférentes, c'est la même chose. Tout à l'heure, on parlait de nerfs moteurs et de nerfs efférents. C'est la même chose. Ça devient mêlant parce que afférent, efférent, si on nomme pas comme il faut, on risque de perdre un peu notre langage. Nerf sensitif, son rôle, c'est que les informations sensorielles sont détectées par des récepteurs sensoriels, sensitifs, situés à la périphérie, puis elles sont transmises au système nerveux central par l'intermédiaire des neurones sensitifs, autrement appelés fibres afférentes. Cette particularité de ce type de fibres nerveuses, c'est que ça leur permet de recevoir les informations grâce à des récepteurs et de les renvoyer vers le système nerveux central. Ici, si on veut faire l'analogie avec une voiture, la voiture est démarrée, tout va bien, mais la température monte. Il faut avoir un lieu de réception de cette information-là pour vous avertir que votre voiture risque d'avoir un problème rapidement s'il surchauffe. Vous allez avoir une lumière qui va allumer dans votre voiture et cette lumière-là, ce sont les nerfs sensitifs qui donnent une information au cerveau pour dire il y a quelque chose qui se passe et ça peut se répercuter de deux façons. Vous pouvez avoir simplement l'information qui va provoquer une douleur. Vous pouvez avoir une sensation au niveau cutané, au niveau des récepteurs musculaires, au niveau tendineux, au niveau articulaire. Mais ce type de système nerveux-là, sensitif, n'est pas aussi précis que dire je vais contracter un muscle et cette contraction-là, je sais qu'est-ce que je fais, je sais qu'est-ce qui se passe, même si je n'ai pas toutes les informations. La douleur n'est pas si simple que ça, étant donné que la douleur fait référence à plusieurs parties du corps qui ne sont pas seulement les muscles ou seulement les organes ou seulement les os. Une problématique musculaire, gardons la référence de tout à l'heure avec le fait que Hydro-Québec envoie de l'énergie partout dans le corps. Chaque vertèbre est un breaker spécifique à une région qui contient des groupes musculaires ainsi qu'un lieu articulaire. Pour le même trajet d'une douleur au foie, vous allez avoir une vertèbre qui est la vertèbre thoracique 8 et 9 en théorie, associée à ces organes-là. Si vous avez une douleur au niveau thoracique T8, T9, il est possible que le foie crée une tension, une surcharge qui envoie
la lumière du véhicule. Donc, la température monte dans votre voiture. Vous allez avoir une petite lumière qui dit c'est le moteur qui chauffe. Mais lorsque vous allez aller chez le mécanicien, il va falloir qu'il détermine à quel endroit le problème se situe. Ce n'est pas parce que le moteur chauffe que je vais mettre de l'eau dessus pour le refroidir et ça finit là. Il y a plusieurs systèmes à vérifier et c'est la job du mécanicien. Le corps humain, c'est la même chose. Lorsque nous avons, lorsque nous avons parlé tout à l'heure des neurones, certains neurones peuvent avoir une gaine de myéline ou non. Les fibres dites afférentes, qui sont les fibres sensitives en lien avec les nerfs sensitifs, sont majoritairement non myélinisées. Donc, sans myéline, elle ne possède pas cette rapidité de conduction que la gaine de myéline peut permettre. La gaine de myéline elle permet d'augmenter la vitesse de propagation de l'influx nerveux le long des fibres nerveuses pouvant se propager de 10 à 75 millisecondes. En effet, entre chaque partie myélinisée de l'axone se trouve une partie à nu de l'axone qui est conductrice. Dans le corps humain, ce mode de conduction est utilisé là où la vitesse d'un influx doit être rapide. Par exemple, les nerfs qui se dirigent vers les muscles squelettiques sont faits de fibres avec myéline et à conduction saltatoire. Elle n'est pas toute d'un bout, elle est faite par plusieurs petits bouts de gaines de myéline. Ça ressemble presque à des guimauves qui englobent le nerf. Et parce que c'est fait séparément, la conduction va se faire encore plus rapidement. Outre son rôle, c'est aussi un rôle d'isolant, d'où les gens qui ont la sclérose en plaques, ils perdent de cette qualité de conduction-là par la dégradation de la gaine de myéline. Donc, en plus d'être un isolant et un accélérateur de vitesse de propagation du potentiel d'action qui doit arriver puis faire le travail, la myéline a un rôle nutritif aussi, apportant les nutriments à l'axone. Axone étant une neurone, étant une cellule. Je voulais garder en note que c'est important de savoir que Tesla, qui a découvert le courant alternatif grâce aux travaux d'Einstein sur l'énergie, nous mène à une autre forme d'énergie que l'on nomme onde scalaire. Vous allez probablement entendre de plus en plus parler de l'onde scalaire sous une autre appellation que je ne me souviens pas le nom. Il y avait un autre nom. Cette onde est la plus rapide découverte et c'est la vitesse à laquelle communiquent les cellules. Là, on ne parle plus des neurones, on parle de la vitesse de conduction d'informations entre les cellules. Ce serait la vitesse de l'onde scalaire. Nous sommes donc dans la nouvelle ère médicale qui est sur le point d'arriver, qui va être une ère d'information. Le corps, pour s'autoréguler, doit recevoir correctement les informations de tout le système nerveux. Et lorsqu'il y a une défaillance d'information, que l'information ne se rend pas correctement, il y a maladie ou problématique de santé ou simplement douleur.